90 minutes business, l'invité. Allez, de retour dans 90 minutes business. Pierre Kupferman vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre. Bonjour. Et avec nous en plateau, notre invité. Bonjour Fabrice Le Sachet. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes le nouveau monsieur Europe du MEDEF. Patrick Martin vous a nommé vice-président du MEDEF en charge des questions européennes. Et on va donc analyser avec vous ce déplacement en cours aujourd'hui à Rome de Bruno Le Maire auprès de ses homologues italiens et allemands de l'économie. Alors aujourd'hui, le thème en particulier, c'est l'intelligence artificielle. Mais plus globalement, les ministres se retrouvent assez fréquemment maintenant pour tenter de faire avancer la politique industrielle européenne. Déjà, vous, au MEDEF, comment est-ce que vous regardez ce genre de réunion? Est-ce que vous dites que c'est juste de la com politique ou est-ce que ça fait vraiment avancer les choses? Pas du tout, on pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on le fait également entre patronats. On rencontre très régulièrement la Confindustria, notre homologue italien, et le BDI, notre homologue allemand, pour harmoniser nos positions et trouver des sujets de convergence. Vous savez que de temps en temps, les gouvernements ne sont pas totalement alignés. Les patronats, eux, sont plus souvent ensemble et donc peuvent peser dans la décision européenne. Je prends un exemple, le nucléaire. C'est vrai qu'on a tous pu constater les divergences entre le gouvernement français et le gouvernement notamment allemand. Les patronats français, le MEDEF et le BDI, sont beaucoup plus alignés dans les déclarations communes qu'on a lors de ces trilatérales ou ces bilatérales. On a pu insérer le mot de nucléaire qui, au vu de la Commission, semblait un mot tabou. Entre patronats, ça n'a pas posé beaucoup de difficultés. Ouais. Donc c'est hyper utile de se rencontrer parce que ça permet de faire ce travail de conviction, d'harmonisation des positions. Et on n'a rien trouvé de mieux que la rencontre humaine pour le faire. Bon, et alors, donc en creux, ce que vous nous dites quand même, c'est que si la France et l'Allemagne ont réussi à trouver un compromis autour du nucléaire, c'est notamment parce que dans l'ombre, les patrons, eux, étaient à peu près d'accord sur le sujet. Alors je dis pas que c'est simplement non, mais ça le fait a joué, du patronat, pas simplement, mais ça a joué. Oui, bien sûr que ça a joué. C'est dans l'air ambiant un élément en plus qui a permis au gouvernement probablement français vis-à-vis de ses homologues allemands d'avoir, j'allais dire, une balle ou en tout cas un levier supplémentaire. Ouais. Et donc nous, l'intérêt de ces évidemment trilatérales, c'est d'offrir des leviers supplémentaires sur des politiques pro-business à l'échelle européenne. Je pense à la surréglementation. C'est un sujet majeur. Vous avez remarqué que le MEDEF avait sorti une étude il y a à peu près un an qui démontrait qu'il y a eu 5000 pages de réglementation supplémentaires dans les dernières années, 12 nouvelles obligations par mois. Quelques semaines après, le président de la République en France, le président Macron, a appelé à faire une pause. Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité, mais je l'espère un peu. Ouais. Et vous avez remarqué que récemment, le gouvernement, le chancelier Scholz, a également demandé à ce qu'il y ait une pause sur la surréglementation, en tout cas qu'il y ait une réduction des obligations, notamment de reporting qui sont imposées par les nouvelles réglementations européennes. Alors, je fais juste une référence au thème du jour de cette réunion de travail, l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu ce rapport qu'a publié ce matin AXA, tous les ans, un rapport très regardé sur les grands risques assurantiels qui pèsent sur les États et les entreprises, et il constate le bond en avant, justement, dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous aussi, au MEDEF, vous percevez l'intelligence artificielle comme l'un des nouveaux risques systémiques? Nous, on perçoit surtout ça comme une opportunité. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Quel est l'impact pour leur entreprise, mais pas d'une façon négative, d'une façon offensive. Comment ça va générer des gains de productivité? Comment ça va permettre d'élever la valeur ajoutée? On souhaite sortir d'une économie low cost. Vous savez qu'on a un système social de solidarité qui coûte extrêmement cher. On ne va pas le diviser par deux. La seule façon de s'en sortir, si on veut, dans les années à venir, continuer à maintenir un niveau de vie élevé, c'est d'accroître la valeur des produits, des services, de la création de richesses sur notre territoire. Et donc l'intelligence artificielle est un des leviers de productivité. Et donc, oui. Non, juste comment vous voulez convaincre les organisations syndicales que l'intelligence artificielle n'est pas l'ennemi des salariés? Mais parce que l'ennemi, sinon on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle, on va la subir. L'ennemi, c'est si on ferme des sites industriels et des entreprises sur notre territoire. Si on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle dans la compétition mondiale, c'est ce qui va se produire, parce que des entreprises américaines, des entreprises chinoises seront beaucoup plus puissantes que les entreprises françaises ou européennes. Donc nous, on souhaite maîtriser cette technologie. Je ne pense pas que faire le dos rond, se mettre la tête dans le sable, avoir une sorte de ligne Maginot sur l'intelligence artificielle soit réellement protecteur. Et je pense que les syndicats sont beaucoup moins caricaturaux que ce qu'on peut imaginer et comprennent que le monde du travail évolue, qu'il y a des nouveaux outils, notamment technologiques, et sont beaucoup plus ouverts sur la question qu'on le pense. Et vous avez donné un exemple qui nous concerne, nous journalistes. En Allemagne, il y avait un groupe de presse qui a, je ne sais pas s'ils ont négocié, en tout cas ils ont réussi à faire passer l'idée que l'intelligence artificielle
c'est le groupe qui possède Bild Zeitung, que l'intelligence artificielle pouvait être intégrée dans le travail des journalistes, dans leur quotidien, parce que ça leur facilitait la vie. Il s'est passé. En France, même tentative du côté de Ouest France, et blocage et retour en arrière de la direction de Ouest France, parce que refus d'utiliser, pour rentrer dans le détail, d'utiliser l'intelligence artificielle pour le travail des localiers, pour relire la copie des gens qui écrivent, les journalistes qui écrivent l'information locale. Mais c'est l'éternel débat. C'est deux mondes différents. Non, c'est pas ça. C'est l'éternel débat de toute innovation technologique. On ne va pas revenir aux chevaux versus les voitures. Donc on peut reprendre toutes les innovations technologiques, toutes les progrès scientifiques dans l'histoire. Il y a toujours une crainte vis-à-vis de ces avancées. Mais on ne peut pas les arrêter. On ne va pas arrêter l'intelligence artificielle. Donc il faut maîtriser l'intelligence artificielle. Il faut que ce soit des entreprises européennes qui aient ce savoir-faire, qui puissent le déployer. Et effectivement, c'est ce qu'on dit tout le temps. Il va falloir peut-être faire évoluer les compétences. Et donc ça nécessite, et c'est là où les syndicats et les organisations patronales ont un travail énorme, il va falloir faire évoluer les compétences des salariés, mais ça va être pour plus de valeur ajoutée. C'est comme la robotique. On a eu ce fantasme de la robotique qui allait supprimer des emplois. Les pays où il y a le plus de robots par salarié, par nombre de salariés, par nombre d'actifs, sont les pays qui s'en sortent le mieux dans la mondialisation. La Corée du Sud, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis. Beaucoup plus de robots qu'en France. Ça n'a pas supprimé des emplois, ça a créé des opportunités. Alors, donc la réunion du jour, elle est centrée sur l'intelligence artificielle. Il y en avait déjà eu une fin juin, c'était autour des terres rares, sécuriser les approvisionnements. Et d'ici à la fin de l'année, bien sûr, autre gros sujet, et d'ici à la fin de l'année, ce sera en France, là pour le coup, autour de l'industrie verte. Est-ce que ces trois sujets, terres rares, industrie verte, IA, ce sont pour vous les trois priorités que doivent se donner l'Europe ? Complètement. On est dans Vous êtes en phase avec cet agenda Totalement. On est dans la bascule de la décarbonation. Si on n'a pas de terres rares, on ne peut pas la faire, cette décarbonation. C'est le pétrole de la décarbonation, les terres rares, si j'ose dire. Enfin, c'est la matière première qui est nécessaire pour décarboner. Aujourd'hui, la Chine concentre 60% de la production mondiale de terres rares. L'Europe dépend, elle importe 98% de ses besoins en matériaux critiques, en terres rares. Donc on a un énorme problème. Il va falloir absolument rapidement avoir une stratégie d'extraction sur notre sol. Et vous savez que l'extraction, c'est très compliqué. Dès qu'on a un projet d'infrastructure ou d'extraction en France, on a une ZAD qui se crée. Je prends par exemple l'exemple de la mine de tungstène en Ariège. Il y a eu un projet il y a quelques années. Il y a eu 3 personnes qui se sont attachées, accrochées à des arbres. Projet plié. En Autriche, ils l'ont fait, la mine de tungstène. Et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, il va falloir retrouver une ambition d'extraction. Imerys a annoncé des choses intéressantes pour le lithium, mais il va falloir multiplier ça. Quand on pense que la Suède, on parle d'Europe, a des réserves, a des gisements incroyables, et qu'aujourd'hui on ne sait pas si on va pouvoir les récupérer parce que justement il y a ces questions de permis environnementaux, de permis d'exploiter, et qu'il y a des oppositions à ça, on est dans un monde de fous. On nous demande toute la journée d'accélérer sur la décarbonation, mais on met 2 pieds sur le frein lorsqu'il s'agit d'extraire les matériaux dont on a besoin pour produire. Moi, j'ai pas envie que mon pays soit un pays d'importation de toutes les technologies vertes. Ce qui s'est passé avec les panneaux solaires, je pense par exemple notamment à cette entreprise de Loire-Atlantique qui se bat, c'est un des derniers producteurs de panneaux solaires, qui se bat face à des concurrences aussi qui sont déloyales. Et donc, il faut qu'on adapte le cadre européen pour conserver une Europe ouverte. Le libre-échange, on y est attaché. Le commerce international, on voit bien qu'on se coupe des pays émergents. Et c'est pas possible de se couper des pays émergents. On a de moins en moins de commerce et on voit bien que géopolitiquement, ça a des impacts. Donc, il faut garder le lien d'ouverture avec les pays émergents, mais en même temps, il faut se protéger de concurrence déloyale, d'attitudes agressives, de prédation, de subventions, de situations de monopole dans ces pays-là. Des gens qui viennent soumettre après à des appels d'offres publics chez nous, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait la réciprocité. Jean-Marc serait là, il vous dirait non, mais Jean-Marc Daniel, ouais. Jean-Marc Daniel, oui. Il vous dirait non, mais tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que pour le consommateur, le prix soit le plus bas possible. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Je pense qu'il faut un équilibre entre le consommateur et il faut qu'on ait des producteurs. Parce que si on n'a plus de producteurs, on n'a plus personne qui peut payer des salaires. Et donc on n'aura plus de consommateurs. Toute dernière question, il nous reste 30 secondes, Fabrice Le Sachet. Je le disais, vous êtes le nouveau Monsieur Europe du MEDEF. Vous avez aussi une nouvelle directrice générale qui vient d'arriver ou qui va arriver. C'est Garance Pinault, l'ancienne conseillère Europe d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est quoi l'agenda européen du MEDEF ?
Écoutez, déjà l'agenda européen du MEDEF, c'est d'être beaucoup plus présent à Bruxelles, d'avoir une voix qui porte. Nos homologues allemands ont 4 fois plus de ressources humaines à Bruxelles. Vous savez que Bruxelles, c'est plus de 30 000 fonctionnaires européens à la Commission, 8 000 au Parlement, 30 000 lobbyistes, c'est gigantique. Il y a 200 textes en parallèle, donc il faut une présence physique à Bruxelles. Et il faut faire entendre la voix des intérêts des entreprises françaises en parallèle de Business Europe, qui est une organisation à laquelle on est membre. Mais il faut absolument qu'on ait aussi une capacité d'agir par nous-mêmes à Bruxelles. Bon. Donc c'est un axe prioritaire du programme de campagne de Patrick Martin et du programme de mandature maintenant qu'il est président. Très bien, eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous. Fabrice Sachet d'être venu aujourd'hui dans 90 minutes business.